Il y a quelque chose dans les conversations entre femmes, ces derniers mois, qui a changé de texture. On ne parle plus seulement de crème ou de vitamines. On parle de peptides, d'injections préventives, de protocoles lancés à 32 ans. Ce qui était réservé à une certaine frange du monde, célébrités, femmes d'argent, est devenu étrangement banal. Une collègue mentionne son rendez-vous pour du Botox entre 2 réunions. Une amie explique son nouveau sérum comme « elle parlerait d'un livre qu'elle lit ». Il n'y a plus de gêne. Parfois même une fierté discrète, celle d'avoir anticipé, d'avoir agi avant que le problème ne devienne visible. Les cabinets d'esthétique ne désemplissent pas. Les rendez-vous se prennent des semaines à l'avance. On y croise des femmes de tous âges, mais surtout elles, les trentenaires, les quadras encore jeunes, celles qui n'ont pas encore de rides profondes, mais qui savent qu'elles viendront. Elles viennent corriger ce qui n'est pas encore là, prévenir, optimiser, maintenir. Les mots ont changé aussi. On ne dit plus « lutter contre le vieillissement ». On dit « préserver son capital ». On dit « investir dans sa peau », comme si le visage était devenu un portefeuille qu'il faut gérer avec prudence. Ce n'est pas un phénomène marginal, c'est une lame de fond. Les chiffres de vente explosent. Les influenceuses partagent leur routine de 40 minutes. Les dermatologues débordent. Et surtout, ce qui frappe, c'est le sérieux. Personne ne rit, personne ne minimise. Ces femmes ne sont pas superficielles, elles ne sont pas naïves, elles sont brillantes souvent. Conscientes, toujours. Elles savent ce qu'elles font. Elles ont lu les études, elles connaissent les ingrédients, elles comparent les praticiens. Mais quelque chose, sous la surface, s'est déplacé. Quelque chose dans la façon dont elles habitent leur corps. Ou plutôt, dans la façon dont elles ne l'habitent plus. Elles le regardent. Elles le surveillent. Elles le corrigent. Elles vivent avec une attention permanente tournée vers ce qu'il pourrait devenir, vers ce qu'il ne doit pas devenir. Le miroir n'est plus un passage, c'est un poste de contrôle. Et cette vigilance, cette tension continue, elle ne vient pas de nulle part. Elle répond à quelque chose, à une pression, peut-être, ou à une peur qu'on ne nomme pas encore, mais qui traverse les gestes, les décisions, les investissements. Quelque chose a changé dans la façon dont les femmes se regardent. On pourrait penser que c'est de la vanité, que ces femmes sont prisonnières d'une obsession futile, qu'elles ont cédé aux diktats d'une industrie qui les manipule. Ce serait simple, ce serait confortable aussi, pouvoir pointer du doigt, dire « elles devraient s'accepter », elles devraient résister. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ces femmes ne sont pas dupes, elles ne sont pas inconscientes. Elles lisent, elles réfléchissent. Elles ont des carrières, des responsabilités, des vies complexes. Beaucoup d'entre elles critiquent, elles-mêmes, les standards de beauté, dénoncent la pression médiatique, soutiennent la diversité des corps. Et pourtant, elles font leurs injections. Elles achètent leurs sérums. Elles planifient leurs protocoles. Ce paradoxe n'est pas de l'hypocrisie, c'est quelque chose de plus profond, une forme de lucidité même. Elles savent que le jeu est truqué, mais elles savent aussi qu'elles y participent. Elles ne se font pas d'illusions sur les raisons de leur choix. Elles ne prétendent pas que c'est pour elles. Elles ne se racontent pas d'histoire. Elles agissent parce que, au fond, elles ont compris quelque chose que la société leur a appris très tôt. Que leur valeur, même si elles la contestent intellectuellement, reste partiellement liée à ce qu'elles donnent à voir. Si le phénomène était isolé, on pourrait parler de choix personnels. Mais quand des millions de femmes, dans des pays différents, des milieux différents, font les mêmes gestes, prennent les mêmes décisions, ressentent les mêmes urgences, ce n'est plus individuel. C'est structurel. C'est psychique. C'est une réponse collective à une pression collective. Une pression qui ne vient pas seulement des magazines ou des réseaux sociaux, mais de quelque chose de plus ancien, de plus enraciné. L'idée que prendre soin de soi n'est plus un plaisir, mais une obligation morale. Que négliger son apparence, c'est se négliger. Que laisser vieillir son visage, c'est se laisser aller. Alors elles ne se laissent pas aller. Elles maintiennent, elles gèrent, elles optimisent,
pas par narcissisme, par stratégie, par nécessité ressentie. Elles ont appris que la beauté n'est plus un attribut parmi d'autres. C'est devenu un langage social, un code d'appartenance, une preuve visible qu'on reste dans le jeu, qu'on n'a pas renoncé, qu'on n'a pas disparu. Sous les gestes, sous les décisions, sous les rendez-vous pris et les sommes dépensées, il y a une peur. Elle n'est pas toujours consciente, elle n'est pas toujours formulée, mais elle est là, constante, sourde, comme un bruit de fond qu'on finit par ne plus entendre mais qui fatigue quand même. C'est la peur de devenir invisible, pas invisible au sens littéral, invisible au sens symbolique. Sortir progressivement du champ du regard. Ne plus être vu de la même façon. Ne plus provoquer ce léger déplacement d'attention quand on entre dans une pièce. Ne plus être celle qu'on remarque, qu'on désire, qu'on écoute avec un peu plus d'intérêt. Cette peur n'a rien à voir avec l'ego. Elle touche quelque chose de plus viscéral, la place. La place dans le monde, dans les relations, dans l'économie affective et sociale. Beaucoup de femmes ont appris, très jeunes, que leur valeur passait par le regard des autres. Pas uniquement, mais suffisamment pour que ce regard devienne une boussole interne. Elles ont grandi en sachant qu'être jolie ouvrait des portes. Que plaire facilitait les choses. Que le charme était un capital mobilisable. Ce n'est pas une question de choix. C'est une réalité, transmise, intériorisée, devenue presque naturelle. Et maintenant, elles sentent ce capital menacé. Pas brutalement, pas d'un coup, mais progressivement, insidieusement. Elles voient d'autres femmes, plus jeunes, occuper l'espace. Elles sentent les regards glisser. Elles perçoivent un décalage subtil dans les interactions. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une lecture fine, presque animale, des codes sociaux. Elles savent qu'une femme qui vieillit visiblement perd une certaine forme de pouvoir silencieux. Pas toute sa valeur, mais une partie qu'on ne remplace pas facilement. Alors le corps devient le seul territoire encore contrôlable. On ne peut pas contrôler le temps, on ne peut pas contrôler le désir des autres, on ne peut pas empêcher le monde de tourner. Mais on peut contrôler sa peau, ses rides, son apparence. C'est une illusion de maîtrise, peut-être. Mais c'est une illusion nécessaire. Face à l'angoisse diffuse de perdre sa place, le corps devient le dernier rempart, le dernier levier, le dernier champ de bataille où l'on peut encore agir. Il y a eu un glissement, imperceptible au début, un déplacement dans la façon d'habiter son corps. Avant, il était vécu de l'intérieur. On sentait la fatigue, le plaisir, la faim, le désir. Le corps était une expérience, un territoire sensible, parfois douloureux, parfois joyeux, mais toujours habité. Maintenant, il est devenu autre chose. Un objet à surveiller, une surface à maintenir, un projet à optimiser. Ce changement ne s'est pas fait brutalement. Il s'est installé par petites touches. D'abord, l'attention portée à la peau, puis les routines qui s'allongent, puis les rendez-vous réguliers, puis les protocoles, puis la vigilance constante. Le miroir n'est plus consulté, il est scruté. Chaque matin, le même examen. Les ridules autour des yeux, la texture du front, l'ovale qui commence à changer. Ce n'est plus une vérification rapide. C'est une inspection méthodique, presque clinique. Elle cherche les signes. Elle anticipe les zones à surveiller. Elle compare avec la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière. Le corps est devenu un chantier permanent. Il y a toujours quelque chose à améliorer, à corriger, à préserver. Un nouveau sérum à tester. Une nouvelle technique à essayer. Une nouvelle promesse à explorer. L'industrie ne manque jamais d'innovation. Chaque mois apporte sa solution miracle, son ingrédient révolutionnaire, sa méthode inédite. Et elle suit, pas par crédulité, mais parce qu'elle ne peut pas se permettre de rater quelque chose. Parce que ne rien faire, c'est déjà perdre du terrain. Mais quelque chose s'est perdu dans ce processus. Plus elle gère son corps, moins elle l'habite. Plus elle l'observe, moins elle le sent. Elle sait combien de grammes de rétinol elle applique,
mais elle ne sait plus vraiment ce que ça fait de simplement exister dans sa peau. Elle connaît les noms latins des peptides, mais elle a oublié la sensation simple de poser sa tête sur l'oreiller sans penser à la position qui prévient les rides. Le corps n'est plus un lieu de vie, c'est un lieu de travail, un lieu d'effort constant, un lieu de performance silencieuse. Chaque amélioration apporte un soulagement. Quand l'injection est faite, quand le nouveau sérum est acheté, quand le rendez-vous est pris, il y a un moment de répit, une sensation de contrôle retrouvée. Elle a agi. Elle n'est pas restée passive face au temps. Elle a fait ce qu'il fallait. Pendant quelques jours, parfois quelques semaines, l'angoisse se tait. Le miroir redevient neutre. Elle peut respirer. Mais ce calme ne dure jamais, parce que le corps continue, parce que la peau change, parce qu'il y a toujours quelque chose qui apparaît, quelque chose qui glisse, quelque chose qui ne tient plus tout à fait comme avant. Et alors, l'angoisse revient, plus sourde qu'avant peut-être, plus familière. Elle sait maintenant qu'il n'y a pas de solution définitive, qu'il n'y a que des maintenances, des reports, des retardements. Alors elle recommence. Un nouveau produit, une nouvelle technique, une nouvelle promesse. Le cycle se répète. Action, soulagement, retour du doute, nouvelle, action. Elle le sait. Elle n'est pas naïve. Elle sait qu'elle court après quelque chose qui la fuit. Mais elle continue quand même. Parce que ne rien faire serait pire. Parce que l'immobilité ressemblerait à une capitulation. Parce que tant qu'elle agit, elle garde l'impression de ne pas avoir renoncé. Ce qui l'épuise, ce n'est pas l'effort, c'est l'absence de fin. Il n'y a jamais de moment où elle peut dire « c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait ». Il n'y a jamais de victoire définitive, seulement des victoires provisoires qui s'estompent aussitôt. Le corps est devenu un projet sans achèvement possible, un chantier qui ne ferme jamais, une course où la ligne d'arrivée recule à chaque pas. Et au milieu de tout ça, il y a la comparaison. Toujours. Les autres femmes, celles qui ont l'air mieux préservées, celles qui semblent avoir trouvé le bon protocole, le bon praticien, la bonne routine. Elle les observe. Elle les envie, parfois. Elle se demande ce qu'elles font qu'elle ne fait pas. Elle se demande si elle en fait assez, si elle ne devrait pas essayer autre chose, si elle n'est pas déjà en retard. Personne ne lui a jamais dit explicitement que sa valeur dépendait de son apparence. Personne ne lui a tenu ce discours de façon directe. Mais elle l'a appris quand même. Elle l'a appris dans les regards, dans les sourires, dans l'attention différente qu'on lui portait quand elle était jolie. Elle l'a appris dans les compliments reçus enfant, adolescente, jeune femme, dans la fierté de ses parents quand on la trouvait belle, dans la façon dont les portes s'ouvraient plus facilement, dont les gens étaient plus gentils, plus patients, plus généreux. Ce n'était jamais formulé. C'était juste là, évident, comme une loi naturelle. Être belle facilitait tout, rendait les choses plus douces, créait une forme de bienveillance autour d'elle. Et progressivement, sans qu'elle s'en rende compte, un amalgame s'est construit dans son esprit. Être belle, c'est être aimable. Être aimable, c'est être en sécurité. Perdre sa beauté, c'est risquer de perdre cette sécurité. Ce raisonnement ne s'est jamais fait consciemment. Il n'a jamais été pensé. Il s'est installé par imprégnation, par répétition, par 1000 petites expériences qui toutes allaient dans le même sens. Maintenant, des décennies plus tard, ce mécanisme fonctionne encore. Elle a beau être intelligente, cultivée, consciente des enjeux. Elle a beau savoir que sa valeur ne se réduit pas à son apparence. Elle a beau avoir construit sa vie sur d'autres bases. Cette équation primitive reste active. Quelque part au fond d'elle, il y a cette croyance enfouie. Si elle cesse d'être belle, elle cessera d'être aimée. Pas rationnellement, pas dans les faits, mais émotionnellement. Dans la partie d'elle qui a 7 ans, qui a 15 ans, qui a appris très tôt que la beauté était un passeport. Alors maintenir sa beauté n'est pas de la coquetterie, c'est une forme de protection, une stratégie de survie affective,
Elle ne cherche pas à être la plus belle. Elle cherche à ne pas sortir du cadre, à ne pas basculer dans la catégorie de celle qu'on ne regarde plus, à rester dans la zone où elle se sent encore désirable, donc encore aimable, donc encore en sécurité. Ce n'est pas un choix. C'est un réflexe ancien, inscrit si profondément qu'il précède toute pensée. Il y a eu un temps où être désiré était une forme de plaisir, quelque chose de léger, de gratuit, qui arrivait sans effort, un jeu presque. Maintenant, c'est devenu autre chose, une exigence, une nécessité, quelque chose qu'il faut maintenir, préserver, mériter. Le désir des autres n'est plus un cadeau, c'est une confirmation, une preuve qu'elle est encore là, encore visible, encore dans la course. Elle ne cherche pas à être regardée. Elle cherche à ne pas être remplacée. Ce n'est pas la même chose. Être regardée, c'est un excès. Être remplacée, c'est une menace. Et cette menace, elle la sent partout. Dans les regards qui glissent vers des femmes plus jeunes, dans l'attention différente qu'on porte aux nouvelles arrivées, dans la façon dont certains hommes, même bienveillants, même respectueux, ont ce déplacement imperceptible du regard. Pas méchant, pas conscient même, mais réel. Alors elle travaille. Elle maintient. Elle s'assure que rien ne s'affaisse, que rien ne trahit, que rien ne révèle trop brutalement le passage du temps. Ce n'est plus une question de séduction, c'est une question de position, de ne pas perdre sa place, de ne pas se retrouver dans la catégorie de celles qu'on ne voit plus vraiment, de celles qu'on aime, peut-être, mais qu'on ne désire plus, de celles qui sont devenues transparentes. Le désir est devenu une performance silencieuse. Elle doit avoir l'air désirable sans effort. Elle doit paraître naturellement belle, naturellement jeune, naturellement fraîche. Mais ce naturel demande des heures de travail, des routines complexes, des investissements financiers, des rendez-vous réguliers. Le paradoxe est là. Plus elle travaille à paraître naturelle, plus elle s'éloigne de ce qu'elle est vraiment. Et parfois, dans un moment de lucidité, elle se demande ce qui arriverait si elle arrêtait tout. Si elle laissait son visage être ce qu'il est, si elle cessait de corriger, d'optimiser, de maintenir. Mais cette pensée ne dure jamais longtemps, parce qu'elle sait la réponse. Elle sait ce que le monde fait aux femmes qui vieillissent visiblement. Elle les a vues, elle les a observées. Et elle ne veut pas être l'une d'elles. Il y a des choses qu'elle ne dit pas, des choses qu'elle ne se dit même pas à elle-même, des colères qu'elle n'a jamais exprimées, des deuils qu'elle n'a jamais faits, des fatigues qu'elle n'a jamais reconnues. Tout ce qui aurait dû être vécu, pleuré, crié, traversé, mais qui ne l'a pas été. Parce qu'il fallait continuer, parce qu'il fallait être forte, parce qu'il n'y avait pas de place pour s'effondrer. Alors tout ça s'est déposé ailleurs, dans le corps, pas dans les symptômes classiques, pas dans la douleur physique directe, mais dans cette tension permanente, dans cette vigilance qui ne s'arrête jamais, dans cette nécessité de tout contrôler, de tout corriger, de tout maintenir. Le corps est devenu le lieu où s'exprime ce qui ne peut pas se dire autrement. Chaque ride qu'elle combat, c'est peut-être une perte qu'elle refuse. Chaque injection, c'est peut-être un temps qu'elle n'arrive pas à accepter. Chaque protocole obsessionnel, c'est peut-être une angoisse existentielle qu'elle ne sait pas nommer. Le corps parle à la place. Il dit quelque chose. Il crie, même. Mais dans un langage codé que personne ne déchiffre vraiment. Elle ne se demande jamais pourquoi cette obsession maintenant. Pourquoi cette urgence soudaine à maintenir son apparence alors qu'elle ne l'avait jamais ressentie avant. Pourquoi cette peur viscérale du vieillissement a surgi à ce moment précis de sa vie? Elle ne fait pas le lien. Elle ne voit pas que cette bataille contre le temps arrive souvent quand d'autres batailles ne peuvent pas être menées. Quand il y a une transformation intérieure qui demande à se faire, mais qu'on refuse. Quand il y a une mue psychique nécessaire, mais terrifiante, alors on déplace. On met toute l'énergie ailleurs, sur le visage, sur la peau, sur l'apparence. C'est plus simple, c'est mesurable, on peut voir les résultats, on peut avoir l'impression d'agir, l'impression de maîtriser quelque chose.
même si ce quelque chose n'est pas vraiment le problème. Le corps devient le terrain sur lequel elle combat une guerre qui n'est pas la sienne. Ou plutôt, qui est la sienne, mais déplacée, transposée, traduite dans un langage visible, concret, gérable. Parce que l'autre guerre, la vraie, celle qui se joue à l'intérieur, elle ne sait pas comment la mener. Le vrai conflit n'est pas entre elle et les normes de beauté. Ce serait trop simple, trop extérieur. Le vrai conflit est beaucoup plus intime. Il se joue entre deux versions d'elle-même, celle qu'elle a été et celle qu'elle pressent devoir devenir. Pendant des années, elle a construit une identité, une façon d'être au monde, une persona, pourrait-on dire, mais pas au sens du masque social, plutôt au sens de la forme qu'elle a donnée à sa vie. Cette forme reposait sur certaines bases, l'énergie, la séduction, la capacité d'attirer, la jeunesse, même si elle ne le formulait pas ainsi. Et cette identité a fonctionné. Elle lui a permis d'avancer, de construire, de prendre sa place. Elle n'était pas fausse. Elle était juste celle d'une certaine période. Mais maintenant, cette période touche à sa fin. Le corps le sait. Le corps le dit. Il y a une transformation qui demande à se faire. Pas seulement physique, psychique, une mue profonde, un passage. Quelque chose en elle doit mourir pour que quelque chose d'autre puisse naître. Quelque chose de plus profond, peut-être, de plus essentiel, mais aussi de plus inconnu. Et c'est là que la peur surgit. Pas la peur du vieillissement en soi, la peur de cette transformation, la peur de perdre ce qui la définit, la peur de ne plus savoir qui elle est si elle n'est plus celle qu'elle était. Alors elle résiste, pas consciemment, pas volontairement, mais elle résiste quand même. Et son corps devient le terrain de cette résistance. Chaque injection, chaque protocole, chaque effort pour maintenir son apparence, c'est une façon de retarder la mutation, de garder l'ancienne forme encore un peu, de ne pas avoir à traverser ce passage terrifiant, parce que de l'autre côté, elle ne sait pas ce qu'elle trouvera. Elle ne sait pas qui elle sera. Elle ne sait pas si elle aura encore une place, si elle sera encore désirée, si elle comptera encore. L'esthétique n'est pas le problème. C'est le symptôme d'un refus. Le refus d'une transformation psychique inévitable. Et plus elle combat le vieillissement visible, plus elle retarde ce passage intérieur. Mais le corps, lui, ne peut pas attendre indéfiniment. Cette stratégie l'a protégé, un jour. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faiblesse. Pendant longtemps, maintenir son apparence, cultiver sa beauté, prendre soin de ce que les autres voyaient d'elle, ça l'a aidé à avancer. Ça lui a donné une forme de pouvoir, une forme de sécurité, une façon de naviguer dans un monde qui valorise ce qu'elle offrait. Elle ne s'est pas trompée. Elle a fait avec ce qu'elle avait, avec ce que le monde lui demandait, avec ce qu'on lui avait appris. Mais quelque chose a changé. Pas d'un coup, progressivement. Ce qui la protégeait est devenu ce qui l'épuise. Ce qui lui donnait du pouvoir est devenu ce qui la tient prisonnière. L'effort qu'elle met à maintenir cette image, cette jeunesse, cette désirabilité, il ne la nourrit plus. Il la vide. Elle le sent. Pas tout le temps. Mais dans certains moments, dans certains silences, elle le sent. Elle continue quand même. Parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Parce que lâcher prise ressemble à une chute. Parce que l'alternative reste floue, terrifiante, impossible à imaginer. Alors elle tient, elle maintient, elle repousse, elle corrige, elle optimise, elle se bat contre quelque chose qui, au fond, n'est peut-être pas l'ennemi. Il n'y a pas de solution à donner ici, pas de conseil à formuler, pas de chemin, tout tracé. Juste cette reconnaissance. Ce qu'elle fait a du sens. Ça répond à quelque chose de réel. Ça la protège d'une peur légitime. Mais ça ne la sauve pas. Ça ne fait que retarder. Et retarder, ça a un prix. Un jour, peut-être, elle posera tout. Pas par décision héroïque. Pas par révélation soudaine. Mais par fatigue. Parce que le poids sera devenu trop lourd. Parce qu'elle n'aura plus la force de porter ce projet sans fin. Ce jour-là, peut-être,
Elle découvrira ce qui se trouve de l'autre côté, ce qui existe au-delà de la peur, au-delà de l'image, au-delà de la beauté comme stratégie, ou peut-être pas, peut-être qu'elle continuera, peut-être que c'est sa façon de traverser. Chacune a la sienne, il n'y a pas de jugement à porter, juste une lucidité à maintenir. Savoir ce qu'on fait, savoir pourquoi on le fait, et savoir ce que ça coûte.